ce soir dans votre émission politique Le Débat, être martyr au Mali, avec M. Youssouf Mohamed Bathily, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République. Monsieur Bathily, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Robert. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Notre second invité est M. Nouhoum Sarr, président du parti FAD, Front africain pour le développement. Monsieur Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci. Nous sommes aussi avec M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Et enfin, mesdames, messieurs, nous sommes avec M. Chekne Kamara, président de la plateforme Les Bâtisseurs. M. Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, le président de la République s'est adressé ce soir même à la nation. Nous allons suivre un extrait et puis après nous allons poursuivre le débat. Merci. Chers compatriotes, la trêve sociale que j'ai demandée avant et pendant le dialogue ne procède d'aucune malice, d'aucune esquive, mais de l'analyse d'une triste réalité. La demande est forte et légitime, mais l'offre est modeste. Elle est celle d'un pays en guerre. Je conviens qu'il m'appartient à moi d'abord de tout faire pour éviter d'ajouter une crise politique aux crises sécuritaires, sanitaires et économiques que nous vivons. Mon rôle est de prévoir, de savoir prévenir les schémas de confrontation violente qui ne feront le bonheur de personne. C'est pourquoi j'invite au dialogue. Je salue les membres du cadre d'action de médiation et de veille que j'ai rencontrés cet après-midi. Leur engagement patriotique les honore. Nous aimons tous ce pays, quelles que soient nos sensibilités. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali et du confort des Maliens. Tout ce qui est dans mes possibilités et à mon pouvoir sera fait pour que notre démocratie soit forte et citée en exemple. Tout ce qui est en mon pouvoir sera fait pour que la sécurité et la paix reviennent et pour que le chantier du développement s'accélère. Il m'appartient d'éviter d'ajouter une crise politique à toutes les autres crises que nous traversons. Monsieur Bathily, quelle réaction? Pas une réaction particulière. En fait, j'ai lu le discours dans son entièreté. Je n'ai pas vu quelque chose d'innovant, différente de celle de ses précédentes adresses à la nation, et particulièrement suite à des grandes crises telles que celles qu'on est en train de vivre actuellement. Ceci étant, je note dans le fond l'ouverture au dialogue. Ça m'a rappelé après Ante Abana, lorsque ça avait tendu entre les deux bords, suite à la médiation, je crois, des fondateurs de Bamako et d'autres personnalités. Il nous avait reçus à Koulouba, et à l'issue de laquelle rencontre, il a décidé de s'asseoir au projet. Donc aujourd'hui, il se propose de rencontrer les organisateurs du mouvement du 5 juin. Il annonce, il instruit ou il intime au Premier ministre de trouver une solution à la crise scolaire. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il intime au même Premier ministre de trouver une solution. Et donc, c'est pas la première fois. Et pourquoi ça bloque? Ensuite, il parle de la crise législative, les résultats qui sont issus des élections législatives, mais seulement je suis resté sur ma faim parce qu'il ne propose pas de solution là-dedans. Mais ceci étant, ça peut se comprendre aussi, puisqu'il y a d'un côté ceux qui contestent, il faut les écouter pour voir qu'est-ce qui peut être la solution. De l'autre côté, il y a un groupe qui s'est proposé comme médiateur, et donc il faut aussi examiner de fond en comble avec toutes les parties. Donc proposer une solution pourrait passer comme une sorte de dictat. Tout cela, je comprends dans la modestie des propositions. Mais on a ce qui s'est passé lors de ces législatives
qui ont été les gouttes d'eau qui ont débordé, le vase. Les solutions, ils ne sont pas 3, ils ne sont pas 4, ils ne sont pas 5. Et ça tient en grande partie par l'Assemblée nationale dans sa formation actuelle et par la Cour constitutionnelle qui, une fois de plus encore, continue à œuvrer de la même manière que depuis Bernard Lurette. Donc s'il y a une solution prise en compte par le dialogue, mais une deuxième partie tient aussi par la fermeté du chef de l'État qui est lui de s'assumer en cela. Donc en gros, pour terminer, il n'a fait que rappeler son devoir. Il a été investi pour veiller à la stabilité, pour veiller à l'harmonie, pour veiller au respect des droits des citoyens, pour garantir la paix. Donc le rappeler, nous sommes en droit de se poser la question après 7 ans, si encore le président a conscience de la charge qui pèse sur lui, au regard des discours, du serment et des actes qui sont posés depuis 2013 jusque-là. Encore, pour celui qui a vécu le 5 avril, je crois qu'il aurait dû prendre la mesure des choses depuis après le 5 avril. Salutaire. Et il a reproché tous les problèmes, mais nous déplorons la lenteur dans la mise en place du comité de suivi. Donc après, ça sert de se réunir, puis après, c'est pour encore ne pas mettre en œuvre ce sur quoi on s'est convenu. Donc heureusement, s'il a pris conscience, c'est une bonne note. Et moi, les grands hommes sont ceux qui savent reconnaître leurs erreurs, qui savent écouter et qui savent s'inscrire dans la dynamique du changement. Voilà en gros. Que Dieu fasse que les choses puissent bouger pour le bonheur de tout le monde. Merci à M. Bathily, M. Sarr pour M. Bathily. D'abord, rien du mouvement, mais quelque chose à saluer, l'ouverture au dialogue. Vous faites partie du mouvement du 5. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que vous acceptez cette main tendue? Bon, ce discours vient confirmer que le chef de l'État, jusqu'à l'heure où nous sommes, n'a pas encore la mesure réelle de la situation. Il semble ne pas avoir compris ce qui est en train de se passer dans le pays dont il est le président. C'est vrai que les Maliens vont dialoguer, on n'a pas le choix. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui que le dialogue sera après son départ. Les Maliens vont s'asseoir et se retrouver, se regarder en face, après qu'il ait rendu sa démission au peuple souverain du Mali. Il a indiqué que nous aimons le Mali, nous aimons tous le Mali, peut-être pas de la même manière, pas de la même façon, pas au même degré. Il a demandé, lancé un appel au mouvement du 5 juin. Et au moment opportun, le mouvement du 5 juin délibérera là-dessus, pour ce qui me concerne. La détermination qui est la nôtre consiste aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour que de façon démocratique, de façon légitime, sans violence, sans injure, sans qu'il y ait un feu tricolore brisé, sans qu'il y ait une branche d'arbre arrachée, que le chef d'État de la République du Mali puisse se décharger du fardeau que le peuple souverain du Mali lui a confié il y a 7 ans. Donc telle est notre posture, telle est notre revendication. Nous nous inscrivons pleinement dans ce cadre-là. Et bon, vous savez, vous avez vu le chef de l'État parler de Faladjer, des déplacés de Faladjer qui ont été frappés par un incendie il y a de cela quelques semaines. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut parler de ça. Donc nous sommes aujourd'hui dans la banalisation de la fonction du chef de l'État. Nous sommes dans la banalisation du serment du chef de l'État. Nous sommes dans une espèce de fuite en avant, une espèce c'est-à-dire une espèce de manque de considération vis-à-vis de la fonction du chef de l'État, vis-à-vis des Maliens. Et c'est pourquoi les Maliens, tout bord confondu, toutes catégories confondues, se sont retrouvés le 5 juin et ont demandé que celui à qui ils ont confié la charge de la République puisse leur rendre le tablier de façon démocratique. Donc notre position n'a pas varié d'un iota et je ne pense pas que cette position va varier parce qu'en 7 ans, nous avons tout essayé. Il a parlé des recommandations du dialogue national et inclusif. Nous n'avons pas y participé, donc nous ne sommes pas concernés. Ça n'engage que ceux qui ont participé, lui et son gouvernement. Pour ce qui nous concerne, ça ne nous regarde pas. Donc, pour tout vous dire, cela nous renforce dans notre conviction que M. Ibeka et son régime sont totalement disqualifiés pour continuer à présider aux destinées de notre cher Mali. Donc c'est en toute humilité, nous demandons modestement, de façon humblement, mais légitimement,
que le chef de l'État et son régime démissionnent le plus rapidement possible pour que le Mali ne s'éternise pas dans une crise politique. Nous sommes dans la crise politique, dont le seul responsable, c'est le chef de l'État et ses alliés. Donc nous nous demandons très humblement de rendre sa démission le plus rapidement possible, peut-être demain, après-demain, pour que le peuple malien puisse engager ce processus de dialogue pour se pencher sur son avenir. Parce que, comme vous le savez, Kidal est parti, Mopti est disloqué, les communautés s'entretuent les unes les autres. Les problèmes sont connus. L'école est fermée, notre pays est au bord du précipice. Nous sommes au bord de la dislocation totale du tissu social, de la dislocation totale de ce Mali que nous aimons, que nous avons toujours connu. Il n'y a qu'un seul responsable, c'est la gouvernance calamiteuse, la gouvernance chaotique que lui et ses amis ont installée au Mali depuis 7 ans. D'accord. Merci M. Sarr. M. Bokoum. Merci Robert. Bon, je ne pense pas que je serai long sur ce discours qui n'a d'ailleurs pas été long. Et il est clair que pour moi, le président de la République vient de légitimer effectivement la rue. Quand on regarde ce discours qui est vide de contenu, moi, je ne retiens pas les questions de dialogue, de tout ce qui peut faire les rencontres et tout ça. Ça, c'est comme la gestion des affaires courantes. Mais aujourd'hui, quand il a dit qu'il veut s'adresser aux Maliens, 20 millions ou 18 millions, même au-delà de nos frontières, les gens ont pensé réellement qu'il allait prendre des mesures fortes. Mais là, encore une fois, il vient de prouver que la revendication de la rue qui réclame sa démission est très légitime parce qu'en réalité, il n'a rien à offrir aux Maliens. Il n'a rien à offrir et le pire de cette histoire, c'est que les gens ne peuvent pas dialoguer lorsque vous dialoguez avec quelqu'un qui est dans l'incapacité de tenir ses promesses ou les engagements qui se sont pris, il est dans l'incapacité de les mettre en œuvre. Nous, on n'a pas participé également au dialogue. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas réussi même à mettre les comités de suivi du dialogue sur place. Et donc, et pourtant, c'est lui le garant. Il a bien dit qu'il était le garant. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est triste de voir quand même le président dans cet exercice qui a été l'exercice le plus décevant dans tout l'exercice de son mandat. C'est le premier discours où moi je trouve franchement qu'il a accepté la démission. Pour moi, c'est une acceptation de la démission et qu'il demande juste les négociations pour mettre des formes. Donc il attend la rue, la pression de la rue la semaine prochaine pour avoir également un argument de partir. Ça, c'est le point. Donc, en réalité, il parle de nous aimons le pays, oui. Parce que, comme Sarr l'a dit, mais moi, je vais un peu plus loin. Les gens, tout le monde aime ce pays, mais d'autres l'aiment parce que c'est le seul pays où vous pouvez insulter des gens gratuitement sans qu'il n'en découle aucune sanction. C'est le seul pays au monde où vous pouvez piller l'État de façon ostentatoire, l'exposer de façon ostentatoire sans qu'il y ait des sanctions. Et c'est le seul pays au monde où on ne sait pas qui dirige quoi, qui est responsable de quoi. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école. Donc, ceux qui profitent de cela aiment le Mali à leur façon. Parce qu'ils arrivent à se retrouver dans une zone de no man's land qui leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, de l'autre côté, il y a d'autres également qui aiment le Mali. Nous faisons partie de ceux là qui aiment ce pays dans le seul but de le voir prospérer et de donner un avenir meilleur aux enfants. Donc je pense que sur l'histoire d'aimer le pays, la question n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, les dés sont jetés. Et il s'agit tout simplement de l'affrontement de deux forces démocratiquement, ceux qui sont pour la continuité, parce que c'est comme ça qu'il faut poser la question, ceux qui veulent la continuité de ce qui se passe actuellement, l'insécurité, à savoir le désordre total, la dilapidation des fonds de l'État, et ceux qui veulent un changement. Maintenant, après, on va voir de là, va émerger, s'ils arrivent à avoir raison de ce mouvement, eh bien le Mali sera ce qu'ils souhaitent. Si aujourd'hui, demain ou après-demain, ce mouvement qui est en cours arrive à avoir raison d'eux, ce n'est pas une question de personne, il ne s'agit pas de tuer des gens, il ne s'agit pas d'emprisonner les gens, c'est juste d'imposer une orientation nouvelle à ce pays, une orientation qui va permettre de poser les bases d'une paix durable au Mali. D'accord. Merci M. Bokoum. M. Kamara. Merci M. Dissam. Donc je crois que nous avons tous écouté le discours. Tout le monde est unanime, y compris le président de la République, que notre pays traverse une situation extrêmement difficile, que ce soit dans le domaine de l'école, de la santé, de la sécurité, etc. Le diagnostic, n'est-ce pas, il est partagé par tous.
Ce qu'il faut aussi noter avec intérêt, c'est que le président de la République lui-même a effectivement noté que le mouvement du 5 juin méritait d'être rencontré. Donc il l'a dit dans son discours que non seulement sa porte était ouverte, que sa main restait tendue. Donc à mon avis, personne ne peut aller, n'est-ce pas, à l'encontre de ce constat, qui est malheureux, qui est triste pour notre pays. Mais il faut prendre de la hauteur, comprendre que, au-delà des contradictions, nous avons en partage ce pays. Nous avons chacun, n'est-ce pas, à cœur, alors le souci, n'est-ce pas, que notre pays puisse s'en sortir et de la plus belle manière. Pour ce faire, je pense que, n'est-ce pas, si ça, je me mets dans cette dynamique-là en pensant que, personnellement, je m'attendais à des mesures. Mais si ces mesures n'ont pas été certainement avancées, c'est pour effectivement attendre la rencontre avec, n'est-ce pas, le mouvement du 5 juin, parce qu'il a promis de les rencontrer. Et je pense que dans cette dynamique-là, les négociations, n'est-ce pas, seront engagées pour permettre en tout cas de sortir de cette situation. Donc les promesses sont toujours intéressantes, mais au-delà des promesses, il faudra passer aux actes. Parce que la théorie, n'est-ce pas, reste la théorie. Mais la théorie n'a de valeur que lorsqu'elle se concrétise par des actes concrets. Et ce qui est rassurant, n'est-ce pas, il l'a dit, il dit qu'il est disposé à prendre toutes mesures, n'est-ce pas, il est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour juguler, n'est-ce pas, la crise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc je pense que dans les jours à venir, en tout cas je l'espère, compte tenu de tout ce que nous vivons, n'est-ce pas, que alors des mesures vigoureuses seront prises pour permettre, n'est-ce pas, à notre peuple de sortir, n'est-ce pas, de cette crise-là qui n'a été trop dure. Merci, monsieur Camara. Donc, monsieur, nous allons revenir à notre thème de ce soir-là. En tout cas, tout le monde aime le Mali d'une manière ou d'une autre, mais ceux qui ont quand même prouvé leur amour pour ces pays-là, c'est justement ces martyrs qui ont déjà donné de leur vie pour sauver ces pays-là. Et c'est d'eux que nous allons parler ce soir. Monsieur Bathily, alors qu'est-ce qu'un martyr et selon vous, est-ce qu'il y en a de plusieurs types? Merci. Lorsque vous m'avez proposé le thème, le martyr, je dis c'est un thème qui est plein de beaucoup de sens, plein de beaucoup de notions. Le martyr au sens classique désigne cet individu, une communauté, un peuple, qui affirme publiquement son attachement à un principe, à une foi, à un objectif, à une idéologie, et pour laquelle, pour la préservation de laquelle, pour la défense de laquelle, il est prêt au sacrifice qui peut valer de la souffrance jusqu'à l'ultime qui est la mort. Donc ne pas martyr que celui qui est mort, mais celui qui en a souffert pour la préservation de quelque chose en laquelle il a cru aujourd'hui et demain. Ce sacrifice auquel il est prêt à consentir renvoie à deux notions. Il sert d'abord à témoigner devant l'histoire que même au-delà de ma survie ici-bas, ceux qui viendront, qu'ils sachent par quoi je suis mort, pourquoi je suis mort, afin qu'ils puissent veiller à la préservation de ce qui a été à la cause de mon sacrifice. C'est pourquoi on honore les martyrs. C'est pourquoi au Mali, dans notre cas, chaque le 26 mars, on sort pour rendre hommage. Vous voyez? Donc là, ça c'est le martyr. Maintenant, l'attachement en principe, à la fois, il y a des martyrs religieux. D'ailleurs, le terme même est un terme qui vient du mot grec, martyrium, et que c'est le christianisme qui a le plus répandu. Les plus connus vraiment sont de l'ordre confessionnel, de l'ordre religieux. Donc pour celui qui adhère à une foi, il la rend d'abord publique. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddha, je suis ceci. Il la rend publique. Il rend public les vertus de cette foi-là. Et il invite les gens à l'adhérer et il la protège, il la magnifie.
ceux qui ne le souhaitent pas ou ceux qui sont opposés à cette foi veulent le dissuader de sortir et ils résistent. Ensuite, ils peuvent utiliser la force, ils résistent à la force. Et donc, les pressions peuvent être l'exclusion sociale, la souffrance dans l'âme, à beaucoup de types de souffrances. Et si toutes ces souffrances n'arrivent pas à le faire abdiquer, à le faire reculer, et donc ils peuvent passer à l'ultime qui est d'attenter à sa vie. Et en cela, il peut être prêt à donner sa vie pour que ce en quoi il a cru, ce en quoi il a appelé les gens à croire, qu'il ne faut jamais, quel que soit le prix de la souffrance, renoncer parce que leur devenir en dépend du respect et de l'obéissance de cette ligne-là. Donc ça, c'est des martyrs religieux. Du point de vue culturel, tu en trouves aussi. Ceux dans certaines sociétés où il était banni de faire des dessins, des sculptures, des formes de culture, alors qu'ils se sont battus contre le vent au marée pour que la liberté de pouvoir penser et traduire sa pensée dans n'importe quelle forme, sculpture que tu veux, alors qu'ils ont donné leur vie afin que ceux à qui on raconte l'histoire puissent savoir que quelqu'un a donné sa vie pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être libre de faire ta peinture, de faire ton dessin. Ça, c'est le martyr de l'art. Il y a aussi la politique. Ça, c'est notre cas du 26 mars. Maintenant, ça, c'est l'idéal de gouvernance. Donc, ceux qui croient parmi de multiples formes du régime, le régime, par définition, c'est l'ensemble des règles d'organisation de l'État et d'exercice du pouvoir. Deux choses différentes. L'ensemble des règles qui organisent un État et l'ensemble des règles qui déterminent l'exercice du pouvoir à l'intérieur de ces territoires et par cet État-là. Donc il y en a plusieurs. Je te prends la République islamique, il y a la République aristocratique, il y a la République oligarchique, il y a la République démocratique, le régime démocratique, il y a le régime islamique, il y a le régime oligarchique, le régime aristocratique. Maintenant, le régime démocratique, c'est celui qui croit à ce type de régime, alors il expose les vertus, les avantages de ce régime à sa société, à sa communauté, à ses citoyens, les invite à y adhérer compte tenu des avantages qu'ils peuvent espérer en appliquant ce régime-là. Et pour la défense de ce régime et les avantages qui sont incarnés dans ce régime, il est prêt à débattre, il est prêt à s'opposer, il est prêt à l'ultime sacrifice jusqu'à la mort. C'est ceux-là qui sont les martyrs du 26 mars. Le principe démocratique. Donc il y a des martyrs politiques, il y a des martyrs économiques, il y a des martyrs culturels, il y a des martyrs religieux. Le martyr en un mot, c'est celui qui croit en quelque chose, qui la rend publique et qui les revendique et qui la protège et qui est prêt à souffrir jusqu'à la mort pour la sauvegarde de ce en quoi il croit. Voici en un mot ce que je peux donner comme entame de la définition des différents types du martyr. Merci M. Bathily. M. Sarr, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des nations qui honorent plus leurs martyrs que d'autres? Si oui, des exemples. Bon, en fait, le martyr, c'est d'abord celui qui accepte de consentir un certain nombre de sacrifices, y compris le sacrifice ultime, pour une cause qu'il juge juste. Donc, l'histoire de l'humanité est émaillée de martyrs. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, voici un peuple qui, pendant des décennies, a été soumis à l'apartheid, l'évolution séparée des races. Il a fallu que des gens s'organisent. Il a fallu que des gens acceptent de souffrir le martyr. Les enfants de Soweto ont été liquidés, assassinés, tués. Nelson Mandela et ses amis, ses collègues ont été emprisonnés. Certains ont été empoisonnés, certains ont été tués. L'imam Abdullah Haran est mort en prison parce qu'il s'est insurgé contre l'apartheid qui portait atteinte à toutes les vertus de l'humanité. Mais chez nous, ici, les martyrs, ce n'est pas en 91 uniquement. Koumi Diosé Traoré, le résistant du Beledgou, Bazani Tira, le résistant du Pays Beau, Kunta, Firoun. Voici des hommes qui ont consenti à toutes sortes de sacrifices pour que la dignité de notre peuple puisse être préservée. Vous allez en Asie, les Moudjahidines afghans, à l'époque où les soviétiques ont envahi l'Afghanistan, ont voulu faire de l'Afghanistan leur propriété privée. Le commandant Massoud, Abdul Haq et tous ont accepté de consentir à tous les sacrifices pour que l'Afghanistan soit libre. Maintenant, il ne s'agit pas de rendre hommage aux martyrs en faisant des cérémonies,
en déposant des germes de fleurs comme nous le constatons ici à chaque date du 26 mars. Il s'agit de porter les valeurs pour lesquelles ces martyrs ont accepté de mourir. Il s'agit, pour ce qui concerne le Mali, de faire en sorte que la démocratie pour laquelle ces jeunes de 91 ont perdu leur vie, que cette démocratie continue à vivre comme ils l'ont souhaité. Et le constat il est clair aujourd'hui. Nous venons des élections. Un poignet d'oligarques ont pris en otage notre démocratie. Ils l'ont mangée. Le peuple vote, le peuple élit des gens. La première institution trouve des moyens, des artifices, des combines. Et on va vers la Cour constitutionnelle, on tronque les résultats, on les falsifie, on les blanchit, ça n'honore pas les martyrs. La séparation des pouvoirs, qui est un caractère fondamental, c'est le caractère fondamental de toute démocratie. Nous venons de l'assister. Le chef de l'État est descendu dans l'arène politique en imposant son poulain comme président de l'Assemblée nationale, au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Nous l'avons vu. Les tentatives régulières d'inféodation de la justice, même s'il faut reconnaître que certains juges gardent toujours jalousement leur liberté, leur indépendance au prix de leur carrière. On va peut-être avoir le examen. En fait, Monsieur Sarr, c'est pas que seulement au Mali qu'on a le problème de la vie des martyrs. Mais par exemple, connaissez-vous quel pays où les gens, selon vos propres mots, portent vraiment les valeurs pour lesquelles les martyrs sont morts? Je vous donne tout simplement l'exemple du Rwanda, qui est aujourd'hui la fierté africaine. 1 million de personnes décimées en quelques mois, des vies détruites, des femmes anéanties. Aujourd'hui, la réponse du Rwanda, c'est la réconciliation nationale qui a été portée. Le développement, la lutte contre la corruption, les infrastructures socio-sanitaires. Ça, c'est la meilleure façon d'honorer ces valeurs, d'honorer ceux qui ont souffert le martyr. Contrairement à chez nous, où vous voyez tous la prise en otage du système démocratique par un clan, par une oligarchie. Ce n'est pas acceptable. C'est pas comme ça qu'on honore nos martyrs. D'accord. Merci, M. Sarr. M. Bokoum. Alors, M. Bathily a parlé de plusieurs types de martyrs, martyrs religieux, économiques, politiques, culturels. Alors, M. Sarr parle de porter les valeurs pour lesquelles les martyrs sont morts. Alors, dans l'histoire, il a même cité aussi les Kumbidjose, les Firoun. Il n'a seulement pas cité le Kala le roi de Molodo, du Kala de Molodo, il n'a pas cité. Alors, d'accord, M. Bokoum, en fait, dans toute l'histoire du Mali, quels sont les martyrs? Bon, vous ne pourrez peut-être pas tous les citer, mais quelques martyrs qui vous ont vraiment particulièrement marqués, vous-même, et pourquoi? Merci, Robert. Il y a bien entendu les définitions. Ça a donné la définition, et puis le camarade a développé un peu au-delà de nos frontières. Cela nous permet de décliner un peu sur le cas du Mali pour dire tout simplement que les martyrs d'une manière générale s'inscrivent dans la construction nationale d'un pays. Elles s'inscrivent dans la construction nationale d'un pays à la recherche de héros et à la recherche de références, et sans laquelle, sans cette recherche, le pays devient vide de sens, de contenu et de toute vertu morale. Donc je pense que c'est le cas du Mali aujourd'hui, où quand on sait très bien que le martyr égale à martyr, de toute façon, quelle que soit religieuse ou machin, mais l'esprit du martyr a le même sens, c'est le sacrifice. Mais en réalité, au Mali, l'utilisation qu'on en a fait se retrouve sur 2 ou 3 catégories, si vous voulez. Il y a ce que l'on appelle les martyrs devenus marchandises, c'est le cas du Mali, où tout un chacun approprié pour se donner une certaine virginité morale ou pour pouvoir régler des cas de conscience. Dans ce cas, je prends celui d'Abdul Karim Kamara, mon camarade Cabral de l'UNEM, qui a été assassiné ici
et que suite à la lutte de 1991, on a demandé la réhabilitation du camarade et celui de mon cousin Tchokari également. Mais on voit aujourd'hui qu'est-ce qui en a été fait. Il y a d'autres qui en ont fait un fonds de commerce, il y a d'autres qui en ont fait tout simplement des thèmes pour juste pouvoir se donner cas de bonne conscience. On voit le monument qui a été érigé pour pouvoir marquer ce symbole aujourd'hui. Imaginez tout simplement la taille de ces monuments, l'endroit, la saleté qui est autour, mais pas à la hauteur de la dignité ni du combat que cet homme a mené au Mali. On va au-delà de ça. Quand vous prenez l'autre catégorie, de martyrs volontairement bafoués, de martyrs volontairement qu'on a fait de telle sorte qu'on puisse les faire taire par tous les moyens, mais en mettant tout simplement des petits signes de gauche à droite pour pouvoir tout simplement faire passer la pilule d'une façon douce, parce que cela a une seule raison, c'est de ne pas avoir à rendre des comptes. Parce que quand on met les martyrs en première ligne, c'est-à-dire sur une dimension beaucoup plus élevée dans le pays, oblige ceux-là qui gouvernent, ceux-là qui exercent, ceux-là qui gèrent à avoir une redevabilité ou en tout cas à rendre compte. Parce que je prends l'exemple du 26 mars qui a une résonance en moi. J'ai été en première ligne sans savoir contre qui on se battait. On nous a fait, on était l'armée rouge et des écoles fondamentales. Et la première victime, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas c'est l'une des premières, le 21 janvier 1991, est tombée à Baradji, en face de ma maison, la famille Diallo. Et c'était une personne de 45 ans que nous avons porté. J'ai fait partie de ceux-là qui ont porté, et les amis du quartier le savent, sont témoins de cela. On les a portés pour l'amener à l'hôpital Gabriel Touré, là où nous avons encore essuyé des tirs. On a jeté le corps sur les rails et revenir à la charge une seconde fois pour l'amener à l'hôpital Gabriel Touré. C'est fait entre 9h et 10h du matin, le 21 janvier 1991. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi ces gens étaient sortis en mars 1991? Il y avait deux, trois choses que je pourrais citer d'une façon très claire. Il y avait des jeunes qui se battaient pour avoir de l'emploi dans ce pays. Il y avait un nombre de groupes d'associations de jeunes qui demandaient. Il y avait au milieu l'association des élèves et étudiants qui se battaient pour juste avoir une école démocratique juste et digne. Et il y avait de l'autre côté, vous allez retrouver le mouvement démocratique qui se battait pour la liberté démocratique et bien entendu se battait également pour pouvoir permettre au peuple de choisir librement leurs dirigeants et selon leur orientation, selon leur choix, pour que ceux-ci puissent exercer pleinement les pouvoirs de la République du Mali. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait? Ceux qui ont pris le pouvoir, l'état actuel du pays, où est l'éducation? Liquidée. Vous l'emploi, zéro, parce que la majeure partie de nos jeunes sont livrés à la prostitution, à la drogue et je ne sais quoi. Et donc quand vous revenez au niveau de l'exercice de pouvoir, là c'est encore terrible. Parce qu'on vient de voir il y a quelques mois, quelques semaines, où on a arraché la victoire des citoyens. Au nom de quelle loi? Cette loi qui a été votée par le peuple malien, comment est-ce qu'une chose peut combattre la même chose? Je ne comprends pas cela. Donc aujourd'hui la situation est très claire. C'est pourquoi on a fait un petit monument en sortant du pont de Martyrs pour que cela passe inaperçu. Aujourd'hui, si le mouvement démocratique qui a pris le pouvoir voulait que les idées du 26 mars triomphent, au moins ils auraient pu mettre un monument beaucoup plus géant, un monument gigantesque qui s'impose sur Bamako, parce que vous avez vu le tour de l'Afrique, vous avez vu la colonne de la paix, vous avez vu le boulevard de l'indépendance. Tous ceux-ci ont vu le jour après le sacrifice des martyrs. Et pourtant, ils préfèrent faire, comme on appelle la promotion de l'Afrique, la promotion de la paix et la promotion tout simplement de l'indépendance, mais ils oublient tout simplement que tout ceci vient après la construction nationale qui a été le sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui reposent à Nyarela. Et moi, je passe tous les jours, je suis un enfant de Baradji, je passe soit à l'aller ou à retour. Le carré des martyrs est devenu un carré de chiens, où se promènent des chiens. Les camions sont garés devant, comme si ce n'est pas des personnes qui ont constaté un sacrifice. Et cela sous l'œil vigilant de ces, entre guillemets, démocrates sincères qui ont pris le pouvoir après la chute de Moussa Traoré. Et le pire de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'au Mali, on a entretenu une confusion. On célèbre Moussa Traoré, on célèbre le 26 mars, à tort ou à raison.
si celui qui veut célébrer Moussa Traoré doit avoir le courage de réviser le procès de Moussa pour déterminer à qui, où se trouve la responsabilité des tueries du 26 mars. Si cela n'a pas été fait, on ne peut pas célébrer Modibo Keïta, mettre l'aéroport du Mali et vendre cet aéroport-là, et en même temps célébrer Moussa. Or, l'un a existé sur la ruine de l'autre. Et donc, nous sommes dans un pays de confusion. C'est ce qui a laissé la voie libre à toutes les à des voyous, des délinquants, des gens qui disent ce qu'ils veulent, des gens qui prennent la parole publique dans la confusion totale et à parler sans humilité et sans aucune connaissance de ce qui s'est passé dans ce pays. Donc ce changement en cours, Robert, je vais terminer, va voir l'émergence de ces références, de ces symboles qui vont désormais incarner notre pays. Merci, monsieur Bokoum. Monsieur Camara, des martyrs qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi? Bon, d'abord, je dois préciser que les martyrs sont des gens, pour la plupart du temps, que je considère comme étant des idéalistes. J'entends par idéaliste ici quelqu'un alors qui se bat pour une idée ou une cause hautement avancée. Et les martyrs, on peut les retrouver, n'est-ce pas, sous tous les cieux et sous plusieurs formes. M. Bachili l'a dit. On peut les retrouver sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan religieux. Si nous prenons sur le plan religieux, on peut considérer, n'est-ce pas, dans le christianisme, Jésus-Christ comme un martyr. C'est un homme, n'est-ce pas, qui a accepté de sacrifier sa vie pour que la religion, telle que nous la connaissons aujourd'hui, puisse être, n'est-ce pas, la première religion du monde. Quand nous prenons l'islam, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a souffert le martyre pour celui qui connaît son parcours. Sur le plan philosophique, n'est-ce pas, on peut prendre quelqu'un comme Socrate, qui a accepté, n'est-ce pas, d'affronter les jurys populaires au péril de sa vie pour faire triompher, n'est-ce pas, la vérité, parce qu'il se croyait être au service de cette vérité-là. Il y a d'autres, n'est-ce pas, Giordano Bruno, alors qui a été brûlé vif, n'est-ce pas. Il y a d'autres, bien entendu, qui ont Vanini qui a eu la langue coupée sur le plan scientifique. Donc, c'est des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ce qu'ils croient être juste ou pour ce qu'ils croient être vrai et qui, n'est-ce pas, méritent d'être des exemples ou des références pour l'humanité. Donc, les martyrs, en réalité, sont des hommes exceptionnels qui ont eu un parcours exceptionnel et qui, à chaque fois qu'un peuple ou une société se trouve dans des moments critiques, n'est-ce pas, de son histoire, se doit de se remémorer de leur sacrifice, n'est-ce pas, pour retrouver, n'est-ce pas, le bon chemin ou se retrouver, n'est-ce pas. Donc les martyrs nous permettent en quelque sorte de nous enraciner, de nous ressourcer, n'est-ce pas, de trouver ces liens-là avec les hommes et les femmes illustres qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué notre passé et qui ont fait que, n'est-ce pas, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et le plus grand hommage qu'on puisse rendre aux martyrs, c'est véritablement de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts pour rien. Quand on voit, n'est-ce pas, le combat que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud, si l'Afrique du Sud doit se retrouver dans un recul qui consiste, n'est-ce pas, à encore se retrouver face à la ségrégation raciale, ça veut dire que les 27 ans passés en prison n'ont servi à rien. Donc il en est de même, n'est-ce pas, on sait qu'en 91, on était tous jeunes, mais on était là, n'est-ce pas. Ceux qui sont morts ne sont pas morts alors pour rien. Ils ne doivent pas, en tout cas, mourir pour rien, n'est-ce pas. Ils sont morts pour des causes qui étaient nobles. La justice sociale, l'égalité des chances, la transparence, alors le changement. Donc c'était, n'est-ce pas, des idéaux, c'est-à-dire des idées hautement avancées qui, n'est-ce pas, alors devraient servir de bréviaires, n'est-ce pas, si vous voulez, pour les combats, n'est-ce pas, que les générations futures doivent mener. Donc, à mon avis, des hommes et des femmes qui agissent consciemment pour faire triompher une cause au péril de leur vie, alors méritent véritablement, n'est-ce pas, d'être célébrés, d'être respectés, n'est-ce pas, leur mémoire doit être préservée et nous devons toujours, n'est-ce pas, nous inspirer de leurs actions, de leur comportement, nous remémorer, n'est-ce pas, de leurs sacrifices pour véritablement éviter, n'est-ce pas, certains travers. Donc, dans notre pays, il y a eu beaucoup de martyrs, mais
en tant qu'amaliste, si vous me demandez de donner un exemple, je commencerai par Cheikh Amaoula, qui est mon homonyme. C'est quelqu'un qui a souffert le martyre, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas, son parcours. Donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, Cheikh Amaoula est considéré véritablement pour une bonne partie des musulmans de la sous-région africaine comme un exemple d'humilité, un exemple, n'est-ce pas, de bravoure, un exemple de sacrifice. C'était un homme humble, mais au service de Dieu, et qui n'a jamais accepté, n'est-ce pas, ni la complicité, ni la compromission avec le colon. Donc, et c'est pourquoi il a été déporté. Et au-delà de Cheikh Amaoula, n'est-ce pas, j'ai rejoint Babarou, il y a un autre, ce n'est pas parce qu'il est Camara, n'est-ce pas, Cabral, Abdul Karim Camara, qui, à un moment extrêmement difficile de notre histoire, a osé, n'est-ce pas, au péril de sa vie, braver un régime, alors qui n'était pas démocratique, et qui, véritablement, n'est-ce pas, a porté la voix et l'aspiration de la jeunesse, n'est-ce pas, et qui, véritablement, voulait que la jeunesse malienne en particulier, et même africaine, n'est-ce pas, parce que n'importe quel jeune africain peut se retrouver dans les idéaux, les valeurs, n'est-ce pas, que Cabral a défendu et pour lesquels, n'est-ce pas, il a perdu sa vie. Merci M. Camara, M. Bathily. Peut-on dire que le monument des martyrs à la descente du pont des martyrs alors, est érigé seulement pour les martyrs de 1941, de toute la façon qui vous inspire ce monument? Ce monument, comme l'a dit M. Babourou, il doit inspirer, à la suite aussi de M. Camara, des inspirations. Il doit inspirer des références, des comportements, des réflexions par rapport à ceux pour lesquels dont l'image est gravée sur le monument sont tombés. Votre question, elle me ramène à situer réellement, après avoir situé, de définir clairement ce que c'est que le martyr. Se dégage que tu vois dans le monument, à savoir la personne du martyr, le sacrifice qu'il a consenti et l'idéal pour lequel il est allé jusqu'à ce ultime sacrifice. Et M. Camara a dit quelque chose que Sarah a bien incarné avec Mandela. Le martyr ne vaut que lorsqu'il nous sert, nous bénéficiaires en réalité de son combat, parce que lui ne jouit pas des retombées de son combat, de son vivant. Son combat, c'est pour la postérité. Il ne sert à rien que lorsque, comme Babour l'a dit, la postérité arrive à s'en inspirer, et surtout dans des moments critiques. Donc, en ce moment, lorsqu'il y a une crise aussi profonde comme celle que nous vivons, nous devons faire preuve d'élévation intellectuelle pour faire la part entre la personne qui prétend agir suivant la ligne de l'homme martyr et le principe pour lequel l'homme martyr est mort. Ça, je fais la part. C'est pas parce que celui qui est venu après le martyr, qui prétend incarner l'idéologie du martyr, dévie de la ligne du martyr, quand le combattant, je dois aussi combattre l'idéologie, le fondement pour lequel le martyr est allé. Moi, je dissocie les deux choses. C'est là où on pose la question du principe qui est le fondement. D'accord? En 91, on était tous jeunes. J'étais le secrétaire général à l'organisation et à la communication du bureau de coordination des 4 comités AIM du groupe scolaire Mamadou Konaté. 90, 11, 12. C'est vrai, on n'était pas assez mûrs pour analyser et comprendre ce à quoi on nous appelait à sortir. Ce qui nous tenait à cœur, c'était beaucoup plus les revendications didactiques, matérielles, bourses, tout ça. Mais au-delà, avec l'âge, nous avons compris que le fondement de cette lutte qui a abouti à la fédération de toutes les corporations était que plus jamais personne n'accède à la magistrature suprême comme Moussa Traoré a accédé. Que plus jamais personne ne puisse, l'État malien plus organisé par les mêmes règles que l'État de Moussa Traoré était organisé. Et troisièmement, que plus jamais personne n'exerce le pouvoir comme Moussa Traoré l'avait exercé. Et donc il fallait remplacer les règles qui régissaient à l'époque l'accession au pouvoir, qui était le coup d'État par Moussa. Il fallait revoir les règles d'organisation de l'État
de Moussa Traoré et revoir les règles de gouvernance du pouvoir qui était le monopartisme par le multipartisme. Donc on nous a parlé du régime démocratique, en lieu et place du régime démocratique multipartisme, parce que l'UDPM dans sa définition, c'était aussi l'union démocratique du peuple malien, mais au sein du parti unique. Donc voici les idées pour lesquelles certains sont sortis, dont le jeune de votre, ou bien pas le jeune 45 ans, c'est pas un jeune. Mandela? Non, celui qui est décédé dans votre rue là. Voilà. Oui, il avait 50 ans à peu près. Exactement, 50 ans, donc c'était notre père à l'époque. Donc et on présume qu'ils étaient conscients en réalité du principal objectif du mouvement démocratique à l'époque. Et c'est pour cet idéal-là qu'ils sont tombés, comme tant d'autres là. Pour l'avènement d'un régime qui allait nous permettre de nous garantir ce que le régime de Moussa Traoré n'avait pas permis au peuple malien d'accéder au bonheur. C'est ce que j'avais dit à l'entame du débat, que le martyr, c'est d'abord celui qui rend public un idéal et les avantages attachés au principe. C'est pourquoi je rappelle à ça. Donc les avantages auxquels tout peuple aspire, le bien-être, que nous n'avions de par son régime et sa façon d'exercer le pouvoir, alors on nous a été proposé un autre régime et notre faute d'exercer et notre mode d'exercer le pouvoir qui allait nous garantir ce que Moussa Traoré ne nous a pas donné. Donc ce principe démocratique, c'est pourquoi à la chute de Moussa Traoré, tous ceux qui sont morts qu'on appelle martyrs, pourquoi? Ils sont morts pour un idéal. Quel idéal? L'idéal du régime démocratique en vue de produire le bien-être du peuple malien. Et donc ce sacrifice devait servir à la postérité qu'aucun autre régime au monde ne peut vous garantir ce à quoi vous aspirez que le régime démocratique. À ne pas oublier, ça c'est le principe. D'accord? Donc à cela, Moussa est parti. C'est pourquoi l'autorité de transition regroupait l'ensemble des représentants de toute la corporation, dont l'AEM, en la personne de Oumar Mariko, qui se trouve aujourd'hui le président de son parti. Il était le représentant des étudiants et élèves maliens au sein du CTSP. Et c'est cette autorité transitionnelle qui a eu comme mission principale la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale pouvant acter ce nouvel régime qui était l'objet de revendication, régime démocratique multipartisme, proposé au peuple en référendum. Donc l'acte fondamental écrit par le CTSP engage à l'époque tous les étudiants et élèves de moi à travers notre président Oumar Mariko qui a rédigé un acte fondamental qui a qui a obtenu l'adhésion majoritaire du peuple malien par le oui. On a été voté. Et ce texte fondamental nous a été présenté le 25 février 1992 comme étant voici l'acte fondamental qui matérialise et qui concrétise l'idéal pour lequel ceux qui sont couchés à Nyarela sont morts. Et à nous et à la postérité de ne plus jouer avec ce texte fondamental-là. C'est ça le martyr, tout le monde l'a défini. C'est pourquoi les gens sont morts. Est sacré, il a valeur coranique pour un républicain, il a valeur biblique pour un démocrate. La différence avec le Coran et la Bible, c'est que vous avez la possibilité de la modifier. Ne jouez pas avec ces textes-là que dans le respect de ce à quoi nous avons convenu. C'est à cela que moi je m'attache. C'est ça, je dis, il faut faire la part entre cela. Donc le texte fondamental qui a été adopté en 1992 comporte beaucoup de choses. Sarr a parlé de beaucoup de choses, il a parlé de beaucoup de choses, on en convient, mais c'est vrai. De 1900, c'est là beaucoup, je suis d'accord avec lui. De 92 à aujourd'hui, tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État, qui dans sa gouvernance a incarné même à la moitié, a produit même les résultats qui peuvent valoir même le mérite de le sacrifice des gars. Personne. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que l'idéal pour lequel les gens sont morts était faux? Est-ce que ça veut dire que le régime démocratique est faux? Ou alors c'était les hommes en charge qui ont failli? Est-ce que c'est les hommes qui ont dévié de l'idéal ou c'est l'idéal en soi qui était faux? Donc c'est ce débat qui est intellectuel qui doit être posé. En voulant critiquer le contenu ne renverse pas tout aussi. Maître Demba à son temps l'a dit, en lavant le bébé, ne jette pas le bébé avec l'eau, je ne sais pas de quoi. Exactement. Quand tu me dis martyr, je dissocie l'idéal
et le sacrifice. Et la postérité a-t-elle été conforme à l'idéal pour lequel le monsieur est mort? Si oui, en quoi? Alors, est-ce que si l'homme a échoué, est-ce que son échec tient par l'insuffisance de l'idéal ou son échec tient par son incapacité à agir conformément à l'idéal? Voici le débat que je pose. Merci. Merci Monsieur Bathily, Monsieur Sarr. Alors pour Monsieur Bathily, le martyr ne vaut que pour ce qu'il nous sert. Alors, il nous sert à quoi aujourd'hui, nos martyrs, dans le pays? Malheureusement, le constat il est clair. Mais je pense très honnêtement que l'idéal sous-tend le sacrifice. Sans l'idéal, il n'y aurait pas eu de sacrifice. Donc le lien est clair et c'est pratiquement indissociable. Ensuite, que vaut aujourd'hui le martyr de 91? Vous l'avez constaté? Ici, dans ce pays, on a falsifié des résultats, alors que les martyrs sont morts en disant que laisser la liberté au peuple de choisir ses représentants. Une bonne dame, aussi estimable soit-elle, parce que c'est une femme, s'est enfermée dans un bureau avec autour d'elle 8 personnes. Ils ont falsifié les résultats. Les martyrs de 91 sont morts parce qu'ils ont dit que la séparation des pouvoirs était un principe fondamental. Vous l'avez vu, l'immixtion de l'exécutif dans le pouvoir législatif. Les martyrs sont morts parce qu'on leur a dit que quand il y aura la démocratie, il y aura plus de santé, il y aura l'école, il y aura l'eau à boire. Aujourd'hui, le constat, il est là. C'est un échec patent. Donc le martyr ne vaut que lorsque l'idéal pour lequel il a accepté de consentir au sacrifice ultime est porté après qu'il ne soit plus là. Mais si vous demandez aux martyrs, si on avait un pouvoir pour leur poser la question, mais ils auraient dit nous n'avons jamais accepté de mourir pour ces gens-là. Cela a-t-il commencé aujourd'hui ou depuis quand, Monsieur Sarr? Non, en fait, vous savez, la démocratie est un certain processus. Et nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas de complexe. Les révolutionnaires de 91 ont été trahis à partir de 92. Ils ont été trahis, leur mémoire a été souillée. Ah d'accord, les martyrs. Les martyrs, okay. Leur mémoire a été souillée. Les martyrs ont été trahis. Les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de mourir, ces valeurs ont été foulées aux pieds par une oligarchie. Les valeurs pour lesquelles ils ont accepté d'abandonner leur famille, ces valeurs ont été détruites aujourd'hui. Et nous avons le cœur serré de le constater. Je peux vous dire que le martyr, ce n'est pas forcément celui qui meurt pour une cause. Le martyr, c'est celui qui accepte de souffrir, celui qui accepte de subir les brimades, de subir toutes sortes de brimades pour une cause. Aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse politique, des gens ont été enlevés, ont été emprisonnés, certains ont été convoqués, certains on tente de les intimider. C'est contraire à l'idéal des martyrs. Mais pour autant, les gens acceptent. Pour un idéal, nous acceptons d'avancer. Vous savez, pour qu'un pays puisse se relever, pour qu'un pays puisse se construire, il est important de confier des valeurs aux gens qui incarnent un idéal. Et justement, on dit aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. Selon vous, tel est le cas au Mali. C'est quand même de respecter les principes démocratiques. La démocratie pour laquelle ces gens ont accepté de mourir. Est-ce que les valeurs démocratiques, est-ce que la démocratie est respectée au Mali? Vous avez la réponse. On fait une sortie de législative. Nous avons tous la réponse. Est-ce que le principe de séparation des pouvoirs est respecté au Mali? Vous avez la réponse. Est-ce que la justice est totalement indépendante au Mali? Vous avez la réponse. Donc, le martyr ne vaut que la meilleure célébration du martyr, c'est le respect des valeurs pour lesquelles il a accepté d'être martyr. C'est le respect des convictions pour lesquelles il a accepté de céder sa vie. Il a accepté de donner sa vie. C'est ça la meilleure célébration.
ce ne sont pas des gerbes de fleurs, ce ne sont pas des monuments gigantesques comme la Tour d'Afrique ou comment on appelle à New York la statue de la liberté. C'est pas ça. Le respect de la cause défendue par les martyrs, c'est la meilleure manière de leur rendre hommage. Mais aujourd'hui, dans notre pays, quand les jeunesses regardent ce pourquoi nos grands frères, nos oncles, nos pères et nos mères sont morts en 91, et quand ils regardent l'état du pays, ça ne donne pas envie d'être martyr. Mais nous n'avons pas le choix. Soit nous acceptons de nous battre, nous acceptons de faire face à ceux qui ont pris notre pays en otage, nous acceptons de combattre ceux qui ont fait de notre démocratie une démocratie plutocratique, nous acceptons de combattre ceux qui, à longueur de journée, bafouent les principes institutionnels, ceux qui, à longueur de journée, pillent les ressources des pauvres, soit nous acceptons de nous coucher à plat le ventre et nous deviendrons des esclaves. Là, nous n'aurons qu'un seul choix, prendre le chemin du Sahara et se faire décimer dans le désert, pour ceux qui sont très malchanceux. Pour ceux qui ont un peu de chance, ils vont partir en Libye, ils deviendront des esclaves et ils seront bouffés par des requins dans les océans de la Méditerranée. Soit pour ceux qui ont beaucoup de chance, ils vont traverser la Méditerranée et ils deviendront des esclaves dans les plantations en Europe. Donc, moi j'ai choisi de rester dans mon pays et de me battre, d'accepter de souffrir le martyre pour que les choses changent, pour que ce peuple-là puisse recouvrer toute sa dignité, pour que cette nation puisse retrouver ses lettres de noblesse, pour que cette nation retrouve sa grandeur qu'elle a perdue il y a de cela plusieurs décennies. Donc, les martyrs sont aujourd'hui, doivent être nos référents pour toutes les actions que nous posons, en tout cas pour ce qui concerne le Mali, les actions dans le cadre démocratique. D'accord. Merci M. Sarr, M. Bokoum. Alors en écoutant M. Sarr, le martyr est bafoué, tellement bafoué qu'il est très fréquent d'entendre au Mali des gens dire qu'il ne faut pas souffrir les martyrs pour le Mali. Faudrait-il de nouveaux martyrs? Sinon comment construire une nation, une grande patrie sans des hommes et des femmes prêts à mourir pour elle? Bon, de toute façon, ce n'est pas cela qui va décourager certainement les plus avisés à mourir pour le pays. Ça peut décourager certains. Ça a commencé, on a vu à Aguelhok en 2011 qu'il y a eu quand même le capitaine Camarade qui a décidé de garder avec dignité et honneur la portion de la terre qui lui avait été confiée à la République du Mali. Et il est mort pour ça. Vous voyez les célébrations qu'on en fait, il est oublié par la République. Et tous ces gens qui ont été égorgés, qui ont donné le point de départ de cette lutte, ont été oubliés. Les gens tombés sur le champ de l'honneur, ces soldats inconnus, ces visages qu'on ne connaît, qu'on ne sait même pas d'où ça vient, c'est le voisin, c'est le frère, ont disparu comme ça dans l'oubliette. Mais ce qui est important, ça va loin, il y a une relation dialectique entre la question du martyr et la reconnaissance pour les vivants ou ceux qui sont en exercice ou les honneurs envers ceux qui exercent le pouvoir, mais dans le sens de la mise en œuvre de l'idéal pour lequel les gens meurent. Et vous voyez au Mali, cela se manifeste par les décorations pour les services rendus. Qu'est-ce qu'on en a fait les décorations? On les donne à n'importe qui, pour n'importe quelle circonstance et n'importe comment. Ça a été distribué à tel niveau que le chevalier de l'ordre national du Mali n'a plus de mérite. Que le nom même, le nom même n'a plus d'impact et n'a plus. Donc tout ceci dans le cadre du changement, il va falloir enlever ces noms-là pour mettre des noms authentiques comme Babeba et Tcheba et autres personnes qui puissent voilà, pour pouvoir exactement. Donc moi je pense que cela déjà ces vivants-là qui servent l'État avec dignité et honneur, c'est eux qui meurent dans la misère et dans la maladie au Mali. Parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de se soigner, parce qu'ils ont choisi de ne pas voler. Ils n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école privée, parce qu'ils n'ont pas eu, ils ont refusé de se livrer à ce système et à ce pillage de l'État. Et ce sont ces gens, effectivement, qu'on marche dessus au Mali, qu'on essaie comme on appelle, d'humilier pour vanter ces gros corrompus et pour pouvoir faire
modèle. Soit ces voyous qui pillent l'État et se glorifient de façon ostentatoire, et cela est devenu un modèle pour notre pays. Donc c'est cela qui explique la descente aux enfers de notre pays. Mais heureusement qu'il y a encore des gens, des sentinelles de la République qui sont là, qui sont nombreux à un moment donné, qui se sont tués. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que la situation va au-delà de tout. C'est une question de la pérennité de notre nation. Donc aujourd'hui, on est prêt à tout, à en découdre avec ce système pour remettre un Mali nouveau sur place. Et c'est là par tous les moyens. Et nous-mêmes, en premier, nous sommes prêts à être des martyrs. Est-ce que nous avons tous la même définition de ce Mali nouveau, monsieur? Bon, ce Mali nouveau, comme je l'avais dit, vous me permettez de revenir là-dessus, sur la confusion qui règne dans un pays. Il n'y a jamais d'unanimité sur ce que doit être l'orientation ou la vision d'un pays. Personne ne doit chercher l'unanimité. Quand vous partez en Chine, Mao est célébré, mais il est vu par d'autres comme un criminel. Mais c'est la version officielle du pays et on le retient. Quand tu n'es pas d'accord, tu quittes la Chine. Quand tu vas en France, j'avais dit une fois, camarade qui connaît bien l'histoire de la France, entre Pétain et De Gaulle, ce n'est pas une question de qui a raison ou qui a tort. Parce que Pétain, en prenant le gouvernement de Vichy, a certainement sauvé des vies. Mais l'histoire a voulu que ce soit la résistance qui ait eu raison. Et c'est la version officielle et poubelle, et Pétain est parti dans la poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer au Mali, comme je l'ai dit, à célébrer Moribo, à célébrer Fili Dabo, à célébrer Moussa Traoré, en même temps, à célébrer Amadou Touré, à célébrer Amadou Aya Sanogo. Tous ceux-ci ont existé sur la ruine de l'autre. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on prenne la version de celui qui gagne, qu'il puisse imposer sa version. Si nous pensons aujourd'hui, bien entendu, qu'il faut qu'il y ait une version, une orientation qui soit fixée et considérée comme l'orientation et la mémoire collective. Celui qui n'est pas d'accord, il quitte le Mali. D'accord, merci monsieur Bokoum. Alors, monsieur Camara, nous pouvons dire donc que le martyr, c'est quelqu'un qui, fort d'une conviction, s'engage et est prêt jusqu'au sacrifice ultime. Donc, du coup, il peut y avoir des martyrs pour lui. Du coup, il peut y avoir des martyrs pour le non, mais de toutes les façons, il faut des martyrs. Mais comment faire pour donner aux Maliens l'envie, ou redonner aux Maliens l'envie, lui faire comprendre la nécessité d'être même martyr pour ces pays-là? Merci, M. Dissa. En fait, l'histoire des hommes est toujours faite de contradictions. Et le triomphe des uns se construit toujours sur la ruine des autres. Et si on va sur cette base-là, il va sans dire que alors les martyrs des uns sont les criminels des autres. Mais ces affrontements sont tellement logiques que quelqu'un a dit que les périodes de paix sont des pages vierges de l'histoire. Et d'ailleurs, vous voyez, n'est-ce pas, pour la plupart du temps, les plus grands rois, les plus grands empereurs, les plus grands présidents dont on parle, c'est des gens qui sont arrivés à des moments où de la sueur, des larmes et du sang a suffisamment coulé. Je dis bien, n'est-ce pas, des larmes, de la sueur et du sang. Donc, c'est vous dire simplement que en réalité, les martyrs sont indispensables pour, n'est-ce pas, l'évolution historique normale et je dirais même bienséante, n'est-ce pas, d'une nation. Aucune nation ne peut se construire sans que des hommes et des femmes n'acceptent de donner leur vie, leur sueur, leurs larmes. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, je dois avouer que tous ces militaires qui sont en train de mourir au quotidien, pour que vous et nous, on soit là en train de débattre tranquillement, ce sont des martyrs. C'est des gens qui se sont engagés au péril de leur vie à porter l'uniforme et à défendre la nation. Il a parlé de certains qui ont été égorgés. Et ça continue. Tous les jours, des gens meurent. Donc, c'est des gens, n'est-ce pas, qui se sont engagés pour leur pays. Ils méritent notre respect. Ils méritent notre considération.
ils méritent, n'est-ce pas, de rester dans notre mémoire et leur exemple doit inspirer chacune de nos décisions et chacun de nos actes. Il a parlé aussi, n'est-ce pas, des gens qui souffrent le martyre. Hein. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour rendre un hommage, n'est-ce pas, à 3 professeurs éminents que l'École normale supérieure a connus. C'est, n'est-ce pas, le professeur Marie-Bernard Sissoko, dont ma promotion porte le nom, qui est considéré comme un martyr. C'est le professeur Manuel Lamine Traoré. C'est le professeur Kari Dambélé, des gens qui ont vraiment souffert. Et Victor Sy. Victor Sy, effectivement. Des gens qui ont souffert pour que la démocratie, n'est-ce pas, puisse, pour que la démocratie soit dans ce pays-là. Maintenant, relativement à votre question, vous savez, à chaque fois que dans une famille, on ne célèbre pas les meilleurs enfants, il y a un mensonge dans cette famille. Si c'est les fainéants, n'est-ce pas, de la famille qui sont célébrés, qui sont caressés, qui sont amadoués, mais ça veut dire simplement qu'on a décidé de détruire la famille. Il faut véritablement que ce soit les meilleurs qui soient célébrés. C'est l'excellence, c'est l'exemplarité, c'est la compétence qu'on doit célébrer. Mais si on célèbre la médiocrité, si on célèbre, n'est-ce pas, le népotisme, le clientélisme, l'affairisme, ça ne va pas. Donc au fond, quelque part, on se pose même des questions. Quand certaines personnes se retrouvent dans certaines positions, à la fois politiques ou administratives ou même économiques, et qu'on voit, n'est-ce pas, le sens qu'ils donnent à leurs actions, et qu'on voit, n'est-ce pas, la façon dont ils se comportent, parce que quand on est une personnalité publique d'un certain niveau, on doit comprendre que chacun, n'est-ce pas, de nos propos, que chacun de nos actes est scruté, et que quelque part, n'est-ce pas, on est un exemple, même pour la jeunesse. Donc, on ne peut pas alors mériter son fauteuil véritablement et se rabaisser à prendre certaines décisions, à mon humble avis. On ne peut pas, n'est-ce pas, à mon avis, alors avoir un certain sens de la responsabilité et se rabaisser à prendre certaines décisions. Donc si nous voulons que quelque part, n'est-ce pas, nos pays puissent s'en sortir, il faudra véritablement, n'est-ce pas, qu'on célèbre l'excellence, la compétence et véritablement qu'on permette aux meilleurs de triompher. Et ces meilleurs-là vont devenir la locomotive. Et c'est toujours la locomotive qui tire les wagons et non les contraintes. D'accord. Merci, M. Camara. Il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes. Donc, ça va être le dernier tour de table, M. Bathily. Le Mali va très mal aujourd'hui. Il y a beaucoup de tensions. Que demanderiez-vous à chaque Malien? Et c'est une question plate. Oui, 20 minutes divisé par 4, ça fait 5. Parce que vous êtes tellement long, donc... Nous étions dans une logique après avoir situé ou déterminé l'essence du martyr. Après le concept, et maintenant il fallait l'analyser à l'aune des cas actuels pour que les téléspectateurs comprennent. Et je suis très heureux d'entendre de la bouche de mon frère Sall, autant pour moi, qui est représentant ou membre du M5, dire que la meilleure manière d'honorer les martyrs, c'est de respecter, de défendre la cause pour laquelle ils sont morts. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est ce qui identifie, qui caractérise le CDR. Regardez tout ce qui a été dit jusque-là. C'est le reflet en réalité de la revendication du M5. Des revendications dans lesquelles je retrouve 3 parties d'ordre. Revendications d'ordre économique, social, l'école, santé, sécurité, fraude. Revendication de démission de la personne du président et la revendication de la démission, la fin du régime. Je crois qu'il est juriste. Un régime ne démissionne pas ou met fin à un régime. Donc c'est les 3.
Et, c'est français, conjonction de coordination, ça veut dire qu'on demande une autre chose. Je dis les revendications d'ordre économique social, pas d'école, comme l'a dit beaucoup, corruption, tout est là. Est-ce que la constitution que moi, mon représentant Oumar Mariko en 92, lui aujourd'hui, son camarade Cheikh Oumar Sissoko, Shogel, Muntagatal, qui sont tous au M5, c'est leur rédacteur, je ne sais pas si Shogel était là-bas, mais il y avait deux rédacteurs là-dedans. Muntagatal, Oumar Mariko, qui sont dans le M5, sont les rédacteurs de cette constitution, qui ont dit dans la constitution que lorsque le peuple manque de l'eau, de la santé, lorsqu'il y a la corruption, détournement de deniers publics, lorsque la séparation des pouvoirs n'est pas effective conformément au vœu du principe démocratique, le peuple a 3 solutions constitutionnelles. Première, à travers l'article 78, il peut par une motion de censure démettre le gouvernement incompétent. Deuxièmement, il peut à la fin du mandat du président le sanctionner par une élection. Lorsqu'il ne peut pas attendre la fin du mandat, lorsqu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée, démettre le gouvernement, il a recours à l'alinéa 2 de l'article 121, la désobéissance civile, qui est un terme utilisé par Henri Trounon en 1800 et quelques, dans son bouquin Désobéissance civile, lorsqu'il avait été institué de cotiser pour financer la guerre contre le Mexique, le refus de se soumettre à une loi, à un gouvernement unique. C'est ça la désobéissance civile. Et pourquoi, et ça c'est l'alinéa 2 de l'article qui dit que quel que soit, comme on l'a dit, le martyr, il n'y a pas l'ultime sacrifice, Robert, qu'est la mort. Ça veut dire que quel que soit le degré d'exacerbation, quel que soit le degré de votre mécontentement, ne renoncez jamais à votre conviction, mourrez pour ça. C'est ça le martyr. Quelle que soit l'absence de l'eau, quel que soit le degré de la corruption, quel que soit le degré de truc, n'abandonnez jamais le principe. C'est ça le martyr. À ne jamais oublier. C'est pourquoi Maître Mohamed Ali Bathily l'a rappelé, qui est avec vous, mon père d'ailleurs, rapporteur à l'époque de la rédaction de la Constitution, qu'il était question de mettre là-dedans le coup d'État en cas que, mais certains ont dit que non, en lieu et place du coup d'État, il faut marquer la désobéissance civile. Plus jamais de coup d'État au Mali. Crime imprescriptible. Alors, la question juridique que je pose et politique et intellectuelle que je pose, Robert, lorsqu'on demande, quand j'avais appris ça, j'ai lu le communiqué du 30 mai, j'ai vu Cheikh Oumar Sissoko signateur. J'ai dit attention. Et je regardais la Constitution. Je dis peut-être que c'est de la surenchère, même là encore je vais en revenir après. Mais j'ai entendu la définition, leur entendement du mot fin de régime ou démission de régime. Il a dit qu'il s'agit de la dissolution de toutes les institutions, que le peuple va rédiger une nouvelle constitution. Ça, c'est l'avènement d'une 4e République, la fin de la 3e République. Alors, interrogeons la Constitution. C'est Oumar Mariko qui m'a dit en 92. C'est Maître Muntagatal qui m'a dit en 92. C'est Maître Mohamed Ali Bathily, mon père, qui m'a dit en 92. C'est Jamil Bital qui m'a dit en 92. Mon fils Arasbach, quelle que soit ta fin, quel que soit celui qui te vole, quel que soit le degré de son intégrité, alors interdis-toi comme moyen de revendiquer, de dénoncer, de tout dissoudre par toutes les mots sauf une. Le régime, on le met fin. Par comment? Par un référendum. Donc, lorsqu'on dit, le président, il va démissionner et remettre le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui va s'asseoir. J'aimerais poser à la salle, dans quelle disposition de la Constitution il est dit que lorsque le président démissionne, et qu'au même moment, l'Assemblée démissionne. Au même moment, tout démissionne. Quelle disposition de la Constitution pour laquelle ce martyr dont tu magnifies, pour laquelle dont tu décris aujourd'hui le comportement de tes aïeux par rapport à ce martyr, dans quelle disposition de la Constitution t'a dit que quelles que soient les choses, il faut que vous vous réunissiez, l'autorité qui va rédiger la transition, sur quel fondement? Et l'article 118 et 121 dit que tout pouvoir en République du Mali trouve son fondement dans la Constitution. Je veux qu'ils me disent les dispositions de la Constitution. C'est pourquoi je dis qu'il faut dissocier le régime et les hommes qui ont été successivement en charge de la gestion des affaires. C'est deux choses différentes. Et j'aimerais terminer par quoi? La question
Le serment, Dr Sissoko l'a rappelé, de la Cour constitutionnelle. Il a longuement parlé des révolutions faites, des trucs de législatives. J'en connais. Il fait partie de traité. Je jure de remplir les charges de ma fonction avec honnêteté et dignité. C'est pas comme ça le serment. Alors, en quoi le fait que Manassa ait refusé d'appliquer remet en cause le serment? En quoi la dissolution de la Cour suprême est un facteur de blocage d'accès des Maliens à l'eau? En quoi la dissolution de la Haute Cour de justice, du Conseil économique et social, du Haut Conseil des collectivités territoriales, de toutes les institutions peut être un facteur? Est-ce que parce que si l'imam a mal récité le Coran, est-ce que parce que si l'imam a mal dirigé la prière, alors que c'est le Coran qu'il faut remettre en cause? Les revendications, oui. La démission du président, c'est une liberté fondamentale. Les États-Unis, leur constitution date de 1776. Elle est d'application depuis le 4 mars 1789. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de truc. Pourtant, il y a la corruption en France, aux États-Unis. Il y a des chômeurs, il y a l'insécurité. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'à renverser la République? Et par quelle manière? C'est pourquoi j'aimerais qu'ils me disent ce martyr pour lequel Sarr défend aujourd'hui, ce martyr pour lequel, au nom duquel Omar Mariko qui a écrit ça, est-ce que Omar Mariko rend hommage? Je dis, quand il regarde le comportement de ses aïeux, moi ma question c'est les principes. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que Mariko aujourd'hui est resté conforme à l'engagement qu'il a pris dans l'article 121 au nom des étudiants en 92? Est-ce que quand Mountakata nous disait aux Maliens, quel que soit votre degré de souffrance, comme Moussa Traoré l'a fait, ne le fait pas? Parce que certains Maliens ont dit que sous Modibo, ils ont souffert. Et c'est au nom de leur souffrance que Moussa a fait le coup d'État. Et quelle que soit désormais votre souffrance, ne procédez jamais par la force ou renversement. Alors, au nom de quoi? En vertu de quoi Mountakata le revient 28 ans après? En vertu de quoi Choguel revient après? En vertu de quoi mon père Omar Mariko vient encore? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui est dans la constitution qui prévoit pour le peuple malien? Et la désobéissance civile veut dire je refuse tout simplement d'obéir à la loi. Pour jusqu'à ce que l'autorité illégitime revienne dans le respect de la loi. Et pourquoi on dit la désobéissance civile? La loi 2 dit que la forme républicaine ne peut pas être remise en cause. Lorsqu'il y a tentative de remise en cause de la forme républicaine, et qu'est-ce que c'est que la forme républicaine? C'est la gouvernance par des hommes élus. Lorsque les hommes élus agissent conformément à leurs décisions, quand ils n'agissent pas conformément à leur bonheur, le peuple a le droit à la désobéissance civile, mais pas la remise en cause. Au contraire, ça a été dit pour préserver la forme républicaine. Moi, je dissocie le principe de l'homme et de ses résultats. Alpha Mor Konaré a échoué. Est-ce que pour autant il fallait changer la constitution? ATT pendant 10 ans. Est-ce que pour autant? Le président de la Cour constitutionnelle d'Alpha Mor Konaré en 1997, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ici? En 2007, le résultat de la Cour constitutionnelle, Maître Konaré l'a rappelé. Il a smaché d'après Maître Konaré, jusqu'à ce que le président de l'Agoma a été mis tombé dans les brancards. En 2009, Ibeka s'est plaint. Nous, en commune 4, Moussa Mara a été spolié de ses voix. Et nous, Togo l'a dit clairement que Ibeka a intercédé auprès de la Cour pour laisser Ibeka passer. Mais moi, je veux savoir. On a dit Moussa Traoré a fait le coup au nom de la souffrance. Plus jamais, quel que soit le degré de la souffrance, ne procédons pas par le coup d'État. Il existe des moyens, des pressions. C'est des questions que je pose à Sarr. Alors, en quoi le martyr mérite aujourd'hui qu'on dissout toutes les institutions? Je vais la disposition constitutionnelle et je vais les rejoindre demain. Merci, M. Bachili. M. Sarr. Merci beaucoup, Robert Dissa. C'est quand même scandaleux que M. Ras Bachili, qui à une époque très récente a inspiré une certaine confiance au sein de la jeunesse malienne, s'adonne à des démonstrations intellectuellement douteuses, politiquement très faux. Vous savez, la différence entre vous et nous, évidemment, dans ce débat, je refuse de rentrer dans un juridisme étriqué. Vous savez, le problème posé par le M5 aujourd'hui n'est pas un problème juridique. C'est un problème politique. Au problème juridique, il faut des solutions juridiques. Au problème politique, des solutions politiques. Donc, ne rentrons pas. Vous avez parlé de démission, vous avez parlé de 4e République. Je me demande où est-ce que vous colmatez vos informations. À aucun moment,
À aucun instant, le M5, dans aucune déclaration, sur aucune page, n'a évoqué de 4e République. À aucun moment. Quand on dit dissolution et rédaction... Je vous en prie, j'en viens. Je vous en prie. Vous avez pris... Non, je vous en prie, vous avez vu, vous avez parlé, je vous ai pas interrompu, j'espère avoir le même traitement. Vous avez vu dans quelle déclaration du M5 parler de dissolution? Il n'en existe pas. Donc vous prenez des propos d'interview. Alors, je vous dans la déclaration, c'est important. Le M5 n'a qu'une seule revendication. Revendication numéro 1 et revendication numéro 2, numéro 3, numéro 4, ou ce que vous voulez, c'est la démission de l'actuel chef de l'État. Il a dit qu'un régime ne démissionne pas sur un sérieux. Quand le chef de l'État démissionne, mais ça n'est fini. Quand le chef de l'État dissout l'Assemblée et démissionne, ça n'est fini. Nous avons demandé, s'il vous plaît, nous avons demandé, vous parlez du régime, nous avons demandé à l'actuel chef de l'État de partir avec l'ensemble de son régime. Les mots ont leur sens. Ça veut dire qu'il dissout les institutions, il s'en va. Il dissout l'Assemblée nationale, il démissionne. C'est assez simple que ça. Vous savez, un célèbre penseur italien, Nicolas de Machiavel, disait que lorsque le passé n'éclaire pas l'avenir, les esprits marchent dans les ténèbres. Dans un passé récent, mon grand frère Rasbach et moi étions dans la rue. Nous demandions le rétablissement de la vérité des urnes. Autrement dit, la démission d'Ibeka et l'installation de Soumaïla Cissé à sa place. Dans un passé récent, mon grand frère Rasbach a regardé les Maliens droit dans les yeux et leur a dit ceci: s'il faut casser ce pays, le renverser, nous sommes prêts à le faire pour vous qui ait le changement. Mais aujourd'hui, ici, ce même Rasbach regarde les Maliens et dit: ces gens-là veulent tout casser, ces gens-là veulent changer Ibeka. C'est quand même avoir un esprit sélectif. Cela lui fait porter le chapeau qui le disqualifie à jamais pour s'ériger en donneur de leçons de la démocratie malienne. Vous savez, en 2012, ils n'étaient pas nombreux, ceux qui pouvaient demander le retour. Le régime que mon grand frère Rasbach défend aujourd'hui, ce régime est venu dans les entrailles du coup d'État de 2012. Ils étaient pratiquement tous couchés à plat le ventre devant le capitaine Sanogo, prince du jour. Vous parlez des institutions, mais soyons honnêtes. Les institutions au Mali ont perdu leur sens. Vous parlez d'institutions qui n'existent plus. Quand le chef de l'État lui-même descend dans l'arène politique en imposant son poulet contre la volonté du bureau politique du parti majoritaire, quand le pouvoir exécutif s'immisce flagramment, sans considération aucune, dans la mise en place du bureau du pouvoir législatif, que peut-on espérer de ces institutions? Quand la Cour constitutionnelle, sur instruction d'une partie du pouvoir exécutif, trompe les résultats, blanchit frauduleusement les voix acquises, que peut-on attendre de ces institutions? Lorsque on fait tout pour s'inféoder la justice qui est censée être indépendante, que peut-on attendre de ces institutions? Donc Rasbach est aujourd'hui, avec ses amis, les gardiens d'un temple vide. Et il faudra qu'il le retienne. Vous savez, que 7 minutes et les 2 minutes. Je ne veux nulle part dans notre constitution qu'il est interdit de demander la démission d'un président de la République. Ce n'est pas, j'ai parcouru le code pénal, je n'ai pas vu d'infraction relative à la démission du président de la République, à la demande de démission du président de la République. Donc, qu'il sorte de ce juridisme étriqué qui consiste à substituer au problème politique des questions, des solutions juridiques. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire à mon grand frère Rasbach, et pour finir, qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il rejoigne le M5 pour qu'ensemble nous obtenons la démission de l'actuel chef de l'État qui, à tout point de vue, à tout égard, a sué la mémoire des martyrs, a violé la Constitution, a violé la démocratie, a violé les règles de la République. Nous sommes des républicains, nous défendrons la République. Défendre la République,
c'est demander la démission de ceux qui suivent la République. Voilà. Merci, M. Sarr. Omar, je vous demanderai vraiment de bien vouloir m'accorder 5 minutes de plus. M. Babarou. Merci, Robert. Moi, je ne sais pas si Omar était une femme, peut-être qu'Alassane allait le marier. Parce que je ne peux pas. Tu sais, ce vieux refrain qui consiste à branler la Constitution quand c'est chaud et à marcher dessus quand c'est bon, c'est déjà du passé pour le Mali, parce qu'entre-temps, nous avons évolué. J'aimerais que vous compreniez la situation du pays, parce que sur la forme, sur l'explication, c'est séduisant. Mais dans le fond, est-ce que vous savez que le Mali s'est installé dans un état d'exception depuis des années? Dans un état d'exception. Pourquoi? Vous avez sur le territoire malien près de 20 000 hommes armés qui ne sont pas de l'armée malienne, sinon plus, avec des centaines de groupes armés qui torturent, qui font leurs lois, qui font des décrets et qui décident de ce qui doit se faire dans leur zone, et pourtant qui est sous la coupe de la Constitution. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, savez-vous d'où vient cette Constitution dont vous parlez quand vous dites que c'est la Constitution de la martyre? Ce n'est pas une Constitution des martyrs. Les martyrs, quand ils se battaient, ils n'ont pas réclamé une Constitution, ils ont réclamé un idéal. Ils voulaient la justice sociale, ils voulaient la paix, ils voulaient trouver comme tout peuple l'accomplissement dans le but de pouvoir accomplir des grandes choses. Ça, c'est la vocation de tous les peuples, à l'exception des peuples primitifs. Et donc, cette constitution que vous voyez a bien été élaborée par le peuple malien, par des femmes et des hommes, mais qui sont partis prendre une constitution qui est calquée sur celle de 1958 de la France. C'était Morico là-bas. J'arrive, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de retourner le jeu sur des individus. Moi, je ne suis jamais rentré dans les jeux individuels. C'est d'ailleurs pour ceux qui ont rédigé ça. J'ai du respect pour. Non, moi je m'en vais pour les rédacteurs. Moi, je vais vous laisser si vous voulez prendre le temps de parole. Parce que vous voyez où je vais en venir, vous pouvez perturber. Mais je suis imperturbable sur mes raisonnements. Vous savez, quand vous prenez la Constitution, vous dites, vous parlez de la Constitution comme si c'est les martyrs qui l'ont fait. Je dis que non. Les martyrs sont morts pour un idéal, pour des principes, pour des valeurs. Et les hommes et les femmes qui ont représenté cette lutte ont voulu que cela soit ce qu'ils veulent, la traduction de leurs souhaits. Mais cependant, c'est un document et qui a été calqué sur la 5e République française de 1958. Connaissez-vous le coup de massue? Non. Le coup de massue qu'on parle est un coup qui a été organisé par le comité de salut public en France, le comité de salut, qui a été organisé par le général Massu et Salan dans une opération qu'on appelle opération Résurrection, qui a ramené le général de Gaulle au pouvoir dans des conciliabules nocturnes sous la pression de l'armée. Pour vous dire que quand vous êtes parti en France, je ne voulais pas y aller, je voulais rester au Mali. Mais comme vous êtes parti là-bas, je vous dis que cette constitution de 58 est venue à l'issue de la pression militaire, de tentative ou de coup d'État d'ailleurs. Parce que l'armée avait pris possession du Conseil général, avait pris possession de l'Algérie, avait pris possession du Conseil de gouvernement pour mettre la pression et ramener De Gaulle au pouvoir sans les élections, au mépris des règles de la 4e République. Et c'est ainsi qu'il est venu pour proposer cette constitution qui a libéré l'Algérie, qui a donné l'indépendance à l'Algérie, qui a amené beaucoup de progrès. Donc pour vous dire, quand on est à la recherche du progrès, on ne se cache pas dans les fétichismes du document, on ne se cache pas dans les sacrés du document qui ne sont ni des Courans ni des Bibles. Ça a été l'œuvre humaine, et l'œuvre humaine dans la durée peut être périmée ou peut avoir des carences. Et donc moi je vous dis aujourd'hui, c'est le peuple de 2020 du Mali qui, après l'exercice de 27 ans de démocratie, se sont rendus compte qu'il y a des lacunes et qu'on ne peut plus jamais accepter qu'un groupe d'hommes et de femmes viennent s'implanter dans une imposture totale pour mettre en danger notre vie et notre avenir. Et c'est à partir de là que les gens se sont regroupés pour pouvoir prendre. Mais dans ce jeu, justement, ce qui est regrettable, c'est que des gens comme vous qui se battent pour la République,
qui se battent pour des valeurs, dit-on, se permettent à chaque fois, même quand vous n'êtes pas d'accord, mais de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui n'ont pas exercé le pouvoir, de tenter de décrédibiliser l'immense majorité de ces gens qui sont dans la rue. Les gens qui sont dans la rue étaient un nombre impressionnant, qui méritent respect, qui méritent dignité et qui méritent d'être entendus. Et si vous n'êtes pas dans ce jeu, moi, ce que je vous donne comme consigne, je ne vous appelle pas de venir au M5, mais de grâce, restez calme et laissez les gens travailler pour le pays. D'accord, merci beaucoup, M. Kamal. Merci. Bon, en réalité, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Je dois avouer très sincèrement que face à la situation actuelle du pays, si quelqu'un doit se mettre vraiment en colère, moi, j'en ai le droit. J'ai été candidat aux élections législatives en commune 5. Je sais ce qui s'est passé. Et je n'étais pas trop fier de tout ce qui s'est passé. Je dois l'avouer. Mais pour autant, je comprends que, quelque part, comme je l'ai dit, dans la gestion, c'est-à-dire dans l'évolution normale d'un pays, moi je considère qu'il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. Quand, n'est-ce pas, nous sommes dans une situation d'injustice, d'inégalité, d'abus, d'exploitation, je trouve normal que les gens sortent pour dire non. Ça fait partie des règles de la démocratie. Et à chaque fois que les gens sortent pour dire attention, pour sonner les tocsins, ils méritent d'être entendus. C'est pourquoi moi je respecte les marcheurs. Je respecte ceux qui se mobilisent pour dire, n'est-ce pas, qu'une ligne rouge a été franchie et qu'il faille sortir un carton jaune pour dire attention. Là, je suis entièrement d'accord. Mais toutefois, je ne suis pas d'accord, et ça n'engage que moi, qu'il faille jusqu'à demander la démission du président. Pourquoi? Parce que si à chaque fois qu'une partie, n'est-ce pas, du peuple est mécontent, aussi large qu'elle soit, on doit demander la tête du président, je crains que cela n'aboutisse à la dictature de la rue. Parce que je ne connais pas dans l'histoire d'hommes ou de femmes qui ont eu à diriger son pays et qui, à un certain moment ou à un autre, n'a pas été amené à décevoir ou à frustrer. Je considère que la sortie aujourd'hui du président de la République et l'ouverture dont il a fait montre est de nature à faire comprendre aux uns et aux autres que lui-même, il n'a pas été sourd au tocsin qui a été sonné. Et j'ose espérer, comme la plupart des Maliens d'ailleurs, que du haut de ses fonctions, n'est-ce pas, du haut de ses responsabilités, il prendra les mesures qui s'imposent pour apaiser et également pour faire en sorte qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, à une phase aujourd'hui où si les mesures adéquates, adaptées à la situation, urgentes, ne sont pas prises, alors, n'est-ce pas, il faut craindre le pire. Et ce n'est pas ce qui est à espérer dans ce pays. Donc, il faut que chacun se ressaisisse et que, n'est-ce pas, alors on sorte des discours pour aller vers les actes concrets qui véritablement permettront à notre peuple
de sortir la tête de l'eau, puisqu'il a vraiment souffert. Merci, monsieur Camara. Mesdames, messieurs, vous suivez l'émission politique Le Débat, être martyr au Mali, avec monsieur Youssouf Mohamed Bachili, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République, monsieur Nouhoum Sarr, président du parti FAD, Front africain pour le développement, monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et M. Chekne Kamara, président de la plateforme Les Bâtisseurs. Pour ma part, ce fut un réel plaisir de vous présenter ce numéro de politique Le Débat. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. Mesdames, Messieurs, merci.